Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mars 2023. Très heureux, chers auditeurs, de vous retrouver depuis notre studio pour cette nouvelle édition de Cap Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux de la gouvernance d'entreprise. Au micro, Jean-Jacques Dègre, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et Pierre-Yves Lenaourès, directeur au sein des activités de conseil de KPMG France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous. La digitalisation de l'économie s'accélère avec l'arrivée notamment de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Beaucoup d'opportunités, mais aussi des menaces pour les entreprises et organisations qui régulièrement font l'objet d'attaques informatiques. Si depuis quelques années la cybersécurité est à l'ordre du jour des conseils, il est nécessaire de faire le point sur la maturité des groupes dans ce domaine et d'évoquer les challenges à venir. Oui, c'est pourquoi nous avons convié aujourd'hui à notre micro Yves Conan et Vincent Marais. Yves Conan est directeur général et associé de Lynxea, le leader indépendant de l'épargne en ligne pour les particuliers. Et Vincent Marais est associé responsable des offres cybersécurité et protection des données personnelles au sein de KPMG France. Après cet entretien, Jean-Jacques, nous ferons ensemble le tour de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance. Quels sont les thèmes à la une de cette édition ? À la une, Pierre-Yves, 4 thèmes. Les résolutions climatiques qui pourraient s'inviter aux prochaines assemblées générales, les derniers développements sur le partage de la valeur. Nous évoquerons également les actions en justice en matière d'environnement et de vigilance. Et pour finir, nous ferons un point sur les actions de groupe encore appelées class action. Puis nous refermerons ce journal avec quelques brèves et nos recommandations de lecture. Mais tout de suite, place à nos deux invités pour l'interview. Les conseils et leurs comités ont inscrit la cybersécurité dans leurs agendas depuis quelques années et ont amélioré la surveillance de l'efficacité de ces dispositifs via une montée en compétences, la mise en place de tableaux de bord spécifiques, l'évaluation des capacités des équipes IT ou encore l'analyse des vulnérabilités et des menaces émergentes. Toutefois, la menace évolue rapidement. L'actualité montre que les entreprises, grandes ou petites, doivent s'attendre à être frappées par des cyberattaques ayant des impacts majeurs sur leur activité. Par ailleurs, les régulateurs sont de plus en plus exigeants en matière de cybersécurité, comme en témoigne une récente sanction de la SEC à l'encontre d'une société qui n'avait pas communiqué de façon transparente sur une cyberattaque dont elle venait d'être victime. En d'autres termes, les enjeux de cybersécurité continuent de s'inscrire comme une des priorités majeures des conseils. Leurs membres doivent maîtriser ces sujets, s'assurer qu'ils sont bien intégrés dans la stratégie de l'entreprise et qu'une gouvernance adéquate est en place. Sur la base de ce constat, nous avons souhaité aborder les enjeux de cybersécurité dans cette édition de Cap Gouvernance. Pour cela, nous avons convié à notre micro Yves Conan et Vincent Marais. Bonjour à tous les deux. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager avec vos auditeurs l'expérience de Lynxea sur les thématiques cybersécurité et protection des données. Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Yves Conan, vous êtes directeur général et associé de Lynxea, qui est le leader indépendant de l'épargne en ligne pour les particuliers, avec plus de 85 000 clients et plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs confiés. En activité depuis plus de 20 ans, vous êtes de fait très concerné par les enjeux autour des cyberrisques. Quant à vous, Vincent Marais, vous êtes associé, responsable des offres cybersécurité et protection des données personnelles au sein de KPMG France. Ma première question sera pour vous, Yves Conan. Quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise fait face aujourd'hui en matière de cybersécurité et de gouvernance des données ? Pierre-Yves, comme vous l'avez indiqué, l'activité de Lynxea est entièrement dématérialisée. Toutes nos transactions, que ce soit avec nos clients ou nos fournisseurs, se réalisent via notre site internet. Donc on est 100% digital. Et à ce titre-là, les principaux défis sont doubles. Tout d'abord, augmenter en permanence le niveau de sécurité des infrastructures, nous protéger au mieux des risques de cyberattaque. Et puis, c'est une priorité absolue au regard du caractère très sensible de notre activité, à savoir la gestion de l'épargne des particuliers et de la nature des données que nous collectons auprès de nos clients. Les moyens et techniques utilisés par les pirates informatiques évoluent et se complexifient sans cesse. On doit constamment adapter notre sécurité informatique pour contrer toute tentative d'intrusion. Et puis, le deuxième enjeu, ça concerne l'expérience client qui doit rester fluide et rassurante. C'est-à-dire qu'on doit assurer la continuité et la résilience de notre site Internet et donc des systèmes sous-jacents, tout en répondant aux nombreuses exigences de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, de la CNIL, et toutes ces contraintes et obligations liées au KYC, c'est-à-dire la vérification de l'identité du client, qui sont aujourd'hui primordiales. Avec votre casquette de conseil qui accompagne les entreprises sur les nombreux sujets de maîtrise des risques cyber, Vincent Marais, quelle est votre perception de ces défis ?
L'actualité des dernières années a véritablement placé le risque cyber sur le haut de la pile pour les directions générales et aussi pour les conseils d'administration. On a en effet vu de nombreuses entreprises multinationales, ETI ou PME subir des cyberattaques avec des impacts très violents, arrêt de l'activité pendant plusieurs semaines, fuite de données portant sur des dizaines de millions de personnes, fraude entraînant des pertes financières de plusieurs millions d'euros, etc. Et on sait aujourd'hui qu'une cyberattaque pour un grand groupe peut entraîner des pertes de chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros et également entacher très sérieusement sa réputation. En outre, les groupes de cyberattaquants sont agiles et créatifs, toujours à la recherche de nouvelles techniques d'attaque. La surface d'exposition, elle augmente du fait des programmes de transformation numérique, de migration dans le cloud, et puis aussi de l'adoption de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou les objets connectés. Alors, en réponse à ces défis, les directions générales ont massivement investi en recrutant des directeurs cybersécurité, des équipes de spécialistes, mais il existe une pénurie d'expertise sur le marché. Et souvent, les entreprises n'arrivent simplement pas à recruter pour tous les postes budgétés. Et nous avons des clients qui n'arrivent pas à dépenser tous les budgets cyber faute de bras. On voit aussi des budgets cybersécurité non sanctuarisés car intégrés au budget IT et dans les filiales notamment. Donc, de véritables enjeux majeurs pour les groupes. Et Vincent, en matière réglementaire, pourriez-vous rappeler quelles sont les grandes évolutions récentes et à venir que les administrateurs doivent avoir en tête ? Alors, il y a en effet une multitude de réglementations qui ont des liens plus ou moins proches avec la cybersécurité et qui ont déjà été promulguées ou qui vont bientôt l'être. On a le désormais bien connu règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui date de 2018 et qui s'attache notamment à protéger les données personnelles contre les fuites de données suite à des cyberattaques. En France, la loi de programmation militaire, la LPM, a introduit en 2013 des exigences de cybersécurité élevées pour ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Donc c'est la chimie, le traitement des eaux, les transports, l'énergie, les paiements. En gros, toute activité qui, si elle subissait une cyberattaque, pourrait entraîner des troubles et des dommages extrêmement sérieux. La directive Network and Information Security, donc directive européenne, NIS, publiée en 2007, a tenté de faire la même chose au niveau européen. Ça n'a pas vraiment totalement bien marché, donc elle a été remplacée par la directive NIS V2, version 2, qui a été promulguée en décembre 2022, très récemment donc, et qui doit être transposée dans les droits nationaux des pays membres d'ici septembre 2024. Et elle va étendre de façon importante le champ d'application, car de nombreux secteurs industriels vont être concernés. Le nombre de secteurs concernés va passer de 19 à 35. Enfin, on a le Cyber Resilience Act, qui est un règlement européen en cours de discussion, qui devrait être promulgué en 2024 ou 2025, et qui va soumettre les fabricants d'objets connectés, les éditeurs de logiciels, à de nombreuses exigences sur la cybersécurité de leurs produits, comme le Security by Design ou l'obligation de corriger les failles de sécurité qui seraient découvertes. Bon, effectivement, un cadre réglementaire qui se durcit toujours plus en écho à la complexification croissante du sujet. Au sein de Lynxea, Yves Conant, quels échanges avez-vous avec les administrateurs et administratrices sur la cybersécurité de manière générale ? Et à ce propos, disposez-vous au sein de votre conseil d'un ou de plusieurs administrateurs ayant une compétence cyber spécifique ? Chez Lynxea, on a toujours traité ces problématiques de cybersécurité au niveau de la direction générale, mais il faut reconnaître que les échanges sur cette thématique sont de plus en plus réguliers au sein de notre conseil de surveillance depuis quelques années. L'actualité y est pour beaucoup, c'est j'imagine le cas pour pas mal d'entreprises qui ont une visibilité de plus en plus forte et dont la croissance ne cesse de progresser. Alors on a de la chance car on a des administrateurs qui sont issus de ce secteur des fintech et qui nous challengent à chaque conseil. Ils nous posent des questions sur les risques actuels et futurs, notre organisation interne, les moyens et mesures concrètes qui sont mises en place, comme le suivi des plans d'action, et la cybersécurité est bien l'un de nos enjeux vitaux. Et d'un point de vue pratique, quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour justement maîtriser ces risques cyber ? Alors les moyens que nous mettons en œuvre interviennent à 3 niveaux. En premier lieu, des moyens humains, travaillant tous les jours avec les compétences internes et donc notre DSI en recrutant des personnes expérimentées qui vont savoir prendre en charge tous les sujets de cybersécurité. On mobilise évidemment la DRH pour qu'elle organise des formations et des actions de sensibilisation en interne, afin que tous les salariés se sentent pleinement concernés par cette menace permanente. Voilà, il est notoire que la majorité des cyberattaques réussies proviennent de failles internes. Enfin,
On doit évidemment mobiliser l'équipe de direction qui doit montrer l'exemple, car la sécurité, c'est l'affaire de tous et on doit être irréprochable sur ce point. On met aussi en œuvre d'importants moyens financiers, car le déploiement de ces solutions cyber performantes et fiables induit des investissements et des coûts significatifs, d'un point de vue outils, d'un point de vue ressources internes, parfois des consultants qui nous accompagnent sur certains aspects techniques. Mon conseil, c'est surtout de penser à prendre du temps sur ce poste lors de la réalisation de votre budget annuel, parce qu'on peut à la fois avoir de mauvaises surprises, mais ça nous permet aussi de nous assurer que tout a été bien planifié. Et puis enfin, et c'est pas neutre, chez Lynxea, on prend en compte tous ces aspects marketing, parce que l'équipe produit doit intégrer tous ces éléments cyber dans la relation client, afin de démontrer que la sécurité est au cœur de nos préoccupations quotidiennes. On travaille à l'obtention de certifications et l'amélioration continue des process. Et au final, notre communication, elle doit avoir pour but de rassurer toutes les parties prenantes et de maintenir un haut niveau de confiance au niveau des clients. La cybersécurité est donc bien au cœur de vos préoccupations. Avec votre expérience, Vincent Maret, quelles recommandations pourriez-vous prodiguer à nos auditeurs, membres de conseil, pour s'assurer de la bonne prise en compte par la direction générale des cyberrisques actuels et futurs ? Bien, le conseil doit déjà, dans un premier temps, demander au directeur cybersécurité de venir lui présenter la cartographie des risques cyber, ainsi que les plans de traitement des risques ou autres feuilles de route cyber qui peuvent exister, afin de détailler les chantiers à entreprendre. Les administrateurs doivent s'assurer que la cartographie des risques cyber porte bien sur les risques métiers pour l'entreprise, parce que les conséquences des cyberattaques, peuvent être très variées selon les secteurs industriels. Il faut aussi que la feuille de route cybersécurité soit alignée avec la stratégie de l'entreprise et soit réaliste aussi par rapport à l'organisation, par rapport aux capacités d'investissement, par rapport à la culture de la société. Les administrateurs doivent enfin être particulièrement attentifs à la bonne exécution des chantiers cyber, parce que on constate chez nos clients que c'est souvent là que ça pêche, avec des chantiers qui ont des retards, notamment dus aux problèmes de ressources qu'on a déjà évoqués. À vous écouter, Vincent, nous comprenons que les administrateurs ont la compétence technique pour se saisir de tous ces sujets. Est-ce vraiment le cas ? C'est une question difficile, parce qu'on ne saurait demander aux administrateurs de maîtriser tous les sujets techniques les plus pointus, notamment dans un environnement où tout bouge extrêmement rapidement. Donc, du fait de leur responsabilité collective, les administrateurs se doivent d'avoir une compréhension minimale des enjeux de cybersécurité. Je pense qu'une bonne pratique en 2023 serait de s'assurer qu'au sein du conseil, un ou deux membres disposent, grâce à leur parcours professionnel, d'une connaissance minimale de ces questions, quitte à devoir se former davantage. Et puis, on peut aussi se faire aider par des experts externes. Donc la compétence en la matière au sein des conseils est bien un sujet important à considérer. Les enjeux de cybersécurité ne sont pas nouveaux pour les groupes, mais ils sont complexes et évoluent très vite, comme vous le disiez à l'instant, Vincent. En 2023, quels sont les thèmes sur lesquels les groupes doivent se renforcer en particulier, selon vous ? En premier lieu, je dirais mener à leur terme les chantiers de renforcement de la résilience qui ont été lancés depuis 2 ou 3 ans suite à la recrudescence des attaques de type ransomware. Il s'agit de s'assurer que l'on pourra toujours compter sur les sauvegardes des données et des systèmes, et également des outils de détection de cyberattaques, EDR, SOC, que ces outils sont en place et sont efficaces. Et également que les métiers ont défini des plans de résilience si jamais le système d'information devait être indisponible pendant quelques jours. Ensuite, il faudra que les entreprises soient plus que jamais dans une approche de by design, c'est-à-dire que tous les projets, les programmes de transformation, qu'ils portent sur des aspects technologiques mais aussi métiers, intègrent dès le début, dès l'initialisation du projet, les risques cyber et les exigences de protection des données. Et puis enfin, il faut être attentif aux nouveaux risques que peuvent entraîner les technologies émergentes que sont les intelligences artificielles, les objets connectés, les blockchains et même les ordinateurs quantiques. Mais justement, Vincent, d'un point de vue plus concret, quels sont ces nouveaux risques liés à ces technologies émergentes ? Ils sont variés, ils sont parfois inattendus, voire complètement surprenants. Ainsi, dans le monde des blockchains, on a vu et on voit quasiment chaque semaine que des bugs dans des contrats intelligents, entre guillemets, permettent des vols de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de cryptoactifs. Et sur l'année qui vient de s'écouler, c'est plusieurs milliards de dollars de cryptoactifs qui ont été volés ainsi.
Dans le domaine des intelligences artificielles, il y a de nombreuses techniques d'attaque qui apparaissent depuis quelques années pour faire dysfonctionner les intelligences artificielles et par exemple, parvenir à contourner les capacités de détection, des IA de détection de fraude, par exemple. Les IA peuvent également présenter des biais qui peuvent avoir des impacts sérieux sur les personnes concernées. Et puis, elles ont souvent le désavantage de produire des décisions inexplicables, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'expliquer. Les blockchains, les IA, posent également des problèmes en matière de respect des obligations de protection des données personnelles. Et enfin, l'ordinateur quantique pourrait permettre, d'ici quelques années, de casser une part importante des mécanismes cryptographiques utilisés dans les entreprises et sur Internet. Donc autant de nouveaux sujets et de risques dont les conseils doivent se saisir dès maintenant. Yves, nous avons évoqué précédemment vos échanges avec votre gouvernance autour des cyberrisques. Quelles sont les demandes particulières que vous recevez de vos administrateurs pour leur permettre d'assurer leur rôle de supervision de ces enjeux ? On avait pour habitude d'évoquer régulièrement ces sujets avec nos administrateurs. Les enjeux cyber revenaient souvent sur le devant de la scène, mais on n'utilisait pas de format précis. À leur demande et pour faciliter notre dialogue avec eux, on a mis en place des reportings dédiés à la cybersécurité qu'on partage à chaque conseil de surveillance. Ces reportings sont organisés autour de KPI spécifiques liés à notre activité et définis sur la base des risques majeurs qui ont été identifiés. En revanche, et ça nous semble être une bonne pratique, on fait régulièrement intervenir notre DSI au sein du conseil afin qu'il présente les plans d'action en cours et à venir. Et Vincent, de votre côté, quelles seraient vos principales recommandations à l'attention des administrateurs pour qu'ils s'assurent de l'adéquation des moyens mis en œuvre par la direction générale et des résultats obtenus au regard des risques encourus ? Les administrateurs, ils peuvent s'appuyer sur des travaux de prestataires mandatés par les comités d'audit. Il y a deux approches qui sont non exclusives. La première, c'est un audit de maturité cyber qui est mené selon des méthodes classiques d'entretien, de documentation, de tests sur échantillon. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur la posture cybersécurité et la capacité de l'entreprise à résister aux cyberattaques. L'autre approche, c'est celle de ce qu'on appelle le Red Team. Ça consiste pour les auditeurs à tenter de pénétrer au sein du système d'information de l'entreprise dans des conditions quasi réelles, en utilisant des techniques de hackers. Et le but, c'est d'identifier justement d'éventuelles failles de sécurité et puis également de valider la capacité des équipes cybersécurité à détecter les attaques et à les contrer. C'est une approche qui est plus complexe à déployer, mais elle a le mérite de mettre véritablement à l'épreuve de façon très pragmatique la cybersécurité de l'entreprise. Et au regard des résultats de ces tests d'intrusion, l'entreprise sera d'ailleurs peut-être amenée à revoir et ajuster son dispositif. Alors les données, leur collecte, leur traitement et leur maîtrise sont un des enjeux clés pour Lynxea, comme pour beaucoup d'organisations, car c'est aussi sur elles que repose la croissance future de la société. Quelles actions avez-vous développées, Yves Conant, pour vous assurer de la maîtrise et de la conformité de ce sujet ? Bien, effectivement, les problématiques de collecte de données, leur utilisation, leur conservation sont stratégiques chez nous, chez Lynxea. Un contrat d'épargne est en moyenne conservé plus de 20 ans par nos clients. Pendant toute cette durée, on doit mettre à jour les informations, gérer leur conservation et respecter la réglementation RGPD et les différentes directives de l'AMF. Comment avons-nous traité ce sujet ? Comme pour la cybersécurité, en recrutant une équipe expérimentée dédiée uniquement à la conformité RGPD, en nous assurant du correct paramétrage de nos systèmes, en ayant recours à des prestataires externes qui viennent tester régulièrement le dispositif, comme vient de le dire Vincent. Voilà, aujourd'hui, c'est le seul moyen de s'assurer qu'on est en ligne avec une réglementation qui est en perpétuelle évolution. C'est évidemment essentiel vis-à-vis des régulateurs, mais aussi vis-à-vis des clients qui veulent aujourd'hui savoir comment seront utilisées ces données. Par exemple, chez Lynxea, on est très clair sur le fait que ces informations ne sont jamais revendues ou partagées à des tiers à des fins commerciales. Donc l'activité étant totalement dématérialisée, le sujet de résilience en cas de cyberattaque est aussi au cœur de vos préoccupations, Yves. Comment vous êtes-vous préparé à cette éventualité ? Personne n'est jamais complètement préparé à une cyberattaque, mais on a mis en place un plan d'action bien défini, basé sur différents scénarios. L'objectif de ce plan est simple. Si toutes les sécurités des systèmes viennent à être contournées, alors il faut stopper au plus vite toute intrusion dès qu'elle est détectée, identifier et isoler immédiatement le compartiment de données qui aura pu être ciblé, mais surtout, s'assurer de la continuité de l'activité commerciale pour les clients. Donc d'un point de vue très pratique, on sait que dans l'éventualité d'une attaque réussie, notre capacité à assurer 100% de notre gestion digitale serait probablement difficile pendant quelques jours. Toutefois, on serait en mesure d'assurer un service dégradé
en revenant à une gestion papier qui est celle qui est aujourd'hui appliquée par les banques. On sera très heureux de voir nos clients revenir à une situation normale sans papier quelques jours plus tard. Effectivement, une capacité à poursuivre votre activité malgré une cyberattaque potentielle. Vincent, l'actualité regorge d'exemples d'activités qui ont été totalement désorganisées après justement une cyberattaque. Quels sont les points d'attention que vous voudriez nous partager à ce sujet ? Tout dirigeant, toute dirigeante d'une activité doit absolument aujourd'hui avoir intégré, et je dirais même aussi accepter, que peut-être dans 1 minute, 1 heure, un jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an, l'activité sous sa responsabilité va s'arrêter pendant quelques heures, jours ou même semaines, car le système d'information sous-jacent sera rendu indisponible par une cyberattaque. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait alors ? Et ça doit être préparé par des procédures, par des plans, des cellules de crise, des services externes, en prenant en compte le fait que justement, on n'a plus de système d'information. Et ça doit être également testé dans des exercices de simulation, de wargame, appelons ça comme on veut, pour le jour où ça arrive, être le plus près possible. Donc un vrai sujet de résilience pour beaucoup d'activités. J'invite nos auditeurs justement à écouter sur l'application de Radio KPMG notre émission Cap Gouvernance du 16 novembre dernier, consacrée justement à la résilience des groupes en temps de crise. Avant de conclure cet échange, Vincent Maret, en quelques mots, quelle est votre vision de la cybersécurité dans les années à venir ? Dans leur rôle de supervision, les conseils doivent se saisir du risque cyber, et notamment dans les ETI où une telle pratique n'est pas encore systématique. Il s'agit pour les conseils d'aider l'entreprise à trouver le bon équilibre entre des processus de cybersécurité parfois lourds, il faut le dire, et puis une certaine souplesse nécessaire au développement de l'activité de toute entreprise. Donc les conseils doivent le faire notamment en établissant une relation de confiance avec les directeurs cybersécurité, basée sur le dialogue, mais aussi sur la base des enseignements issus des audits de maturité et des audits Red Team. Et sur des sujets parfois très ésotériques, parfois très mouvants, ils doivent plus que jamais poser des questions aux opérationnels et se faire expliquer les choses. Donc, ce qui nous ramène encore au sujet de la compétence des administrateurs et administratrices sur ce domaine. Yves Conan, je vous laisse conclure notre entretien. On a pu le voir avec Vincent, les enjeux cyber, effectivement, sont en constante évolution, accélération. Ça nécessite de la part des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, des moyens financiers et beaucoup d'agilité. Mais voilà, ce que je tiens vraiment à dire, c'est que la cybersécurité, c'est avant tout l'affaire de tous les collaborateurs au quotidien, et qu'à mon avis, la responsabilité de la direction générale et de la direction au sens large ou des COMEX doit être exemplaire sur le sujet, et qu'il faut absolument construire au sein de l'entreprise une véritable culture autour du sujet. Un grand merci à tous les deux pour cet échange. Vos expériences, réflexions et votre vision en matière de cybersécurité ont permis à nos auditeurs de comprendre la place prépondérante qu'occupe cette thématique parmi les sujets supervisés par les conseils. Cette place ne peut que se renforcer dans les années à venir du fait des accélérations du déploiement des nouvelles technologies digitales, et cela nécessitera pour les administrateurs de continuer à monter en compétence sur le sujet. Merci à tous. Merci à tous. Poursuivons cette émission, Jean-Jacques, avec l'actualité de la gouvernance et le thème des résolutions climatiques. Nous entrons dans la saison des assemblées générales et le débat est vif sur la question de la recevabilité des résolutions climatiques, car il est politique et juridique. Effectivement, Pierre-Yves, l'enjeu est double pour les entreprises. Il est d'abord politique pour les sociétés et leurs dirigeants, car il risque d'offrir une tribune aux activistes. Il est ensuite juridique, car permettre aux actionnaires de délibérer de la politique de la société en matière de climat et d'environnement, n'est-ce pas porter atteinte à la séparation des pouvoirs entre d'un côté les organes de direction et de l'autre l'assemblée des actionnaires? D'un point de vue juridique, quelle est justement votre analyse ? 2 grilles d'analyse sont à prendre en considération. En premier lieu, la question de l'origine des résolutions climatiques. La difficulté à résoudre n'est pas la même, suivant qu'elles sont proposées par la direction générale ou proposées par des actionnaires. En second lieu, il faut analyser la portée d'un projet de résolution climatique, portée consultative ou portée obligatoire. Quelles sont les pratiques constatées au cours des 2 dernières années ? La première pratique a consisté à proposer aux actionnaires un débat sans vote ou un débat suivi d'un vote purement consultatif sur une proposition de la direction générale. L'une de ces entreprises, a accepté une proposition émanant d'un groupe d'actionnaires, tandis qu'une autre, Total Energy, a refusé un tel projet de résolution. Mais depuis lors, les esprits semblent évoluer. C'est ce que l'on observe.
Le Haut Conseil de la place financière de Paris, le HCJP, a en effet estimé que les résolutions purement consultatives des directions générales étaient parfaitement admissibles au regard de la séparation des pouvoirs entre la direction et les actionnaires. Entre nous, c'était évident, car il n'y a pas de limite à proposer des débats purement consultatifs en Assemblée générale. De son côté, l'autorité des marchés financiers se contente d'encourager les sociétés cotées à communiquer sur les plans de lutte contre le réchauffement climatique et à présenter leur stratégie climatique aux actionnaires sous la forme d'un simple point à l'ordre du jour. Point qui permet un débat, mais ne débouche pas sur le vote d'une résolution. Toutefois, l'AMF considère, je cite, qu'il sera opportun le moment venu et dans des conditions à définir par voie législative que ces informations soient soumises à l'approbation des actionnaires, comme c'est le cas pour les comptes annuels. La commission Climat et Finances Durables de la même AMF, ainsi que le code AFEP-MEDEF, y font aussi référence, Jean-Jacques. Oui, Pierre-Yves. Cette commission de l'AMF va effectivement plus loin que l'autorité elle-même en préconisant d'ores et déjà que les sociétés acceptent d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale les résolutions climatiques proposées par des actionnaires. Quant au code AFEP-MEDEF, sa dernière révision n'évoque pas directement cette question, mais prévoit plus largement que le conseil d'administration doit déterminer des orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE, sur invitation de la direction générale et au vu d'un plan d'action. Ce nouveau code recommande également que la stratégie climatique soit présentée à l'Assemblée générale ordinaire au moins tous les 3 ans ou en cas de modification significative. Mais il n'exige pas que cette présentation soit suivie d'un vote. Les esprits progressent donc. Quels sont les enjeux ? L'un des enjeux est de permettre aux actionnaires d'imposer un débat et un vote sur une résolution en matière climatique et, après le C&P, d'ouvrir la porte à d'autres questions, d'aucuns craignant une sorte de say on everything. Mais à l'inverse, le risque pour les grandes entreprises de ne pas accepter un say on climate maîtrisé, c'est-à-dire au moins consultatif, peut conduire à un combat d'arrière-garde et à devoir appliquer un jour une réglementation française ou européenne contraignante, comme ce fut le cas par exemple pour le C&P. Selon la maxime « il vaut mieux prévenir que guérir », les groupes devraient donc se saisir spontanément de ce sujet. À ce propos, nous invitons par ailleurs nos auditeurs à écouter notre émission Les Matinales de KPMG du 7 mars dernier, dans laquelle Alain Couret, professeur émérite de l'École de droit de la Sorbonne et membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, nous parle des sujets phares des Assemblées Générales 2023. Poursuivons ce tour d'horizon de l'actualité de la gouvernance avec notre deuxième sujet, Jean-Jacques. Un accord national interprofessionnel intitulé « Partage de la valeur au sein de l'entreprise » a été conclu entre plusieurs syndicats en février dernier. D'ailleurs, Pierre-Yves, les pouvoirs publics se sont engagés à le recueillir tel quel dans une loi. Sur le fond, il prévoit que les entreprises de 11 à moins de 50 salariés devront mettre en place l'un des dispositifs légaux actuels de partage de la valeur, qu'il s'agisse de la participation, de l'intéressement ou de la prime de partage de la valeur, ou encore d'un abondement à un plan d'épargne entreprise ou interentreprise ou à un plan d'épargne retraite. Néanmoins, seules les entreprises à forme de société y seront tenues, ce qui exclut les entreprises individuelles, et surtout, seules celles réalisant un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Cette obligation, dépendante des négociations par branche professionnelle, devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025. J'attire l'attention de nos auditeurs sur un point. Cet accord prévoit également que les entreprises de 50 salariés et plus devront négocier le versement d'un supplément de participation ou d'intéressement en cas de résultats exceptionnels, ce qui reste à définir. Les débats vont être difficiles pour s'accorder sur ce que sont des résultats exceptionnels. Nous aurons l'occasion d'y revenir sur les ondes de Radio KPMG dans l'émission des sociales. Maintenant, nous souhaitons vous faire part des derniers développements concernant les actions en justice en matière d'environnement et de vigilance. Ces actions semblent se multiplier en France. Effectivement, des mises en demeure et des assignations par des associations ou par des collectivités pour non-respect du devoir de vigilance se font jour. L'une des premières avait visé BNP Paribas. Très récemment, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour des raisons de pure technique procédurale à propos d'un projet d'extraction de pétrole en Ouganda et de construction d'un oléoduc géant en Tanzanie, mené par Total Energy. Il lui est reproché une atteinte à l'environnement et aux droits de l'homme s'agissant des expropriations.
Toutefois, le tribunal n'a pas fermé la porte à une action au fond. Danone, de son côté, est également inquiété pour ne pas avoir suffisamment réduit l'utilisation de plastique. De même, le groupe Yves Rocher lui-même est attaqué pour le licenciement de salariés de sa filiale turque, notamment des femmes qui s'étaient syndiquées pour faire valoir leurs droits. Par ailleurs, Casino est assigné par un collectif d'ONG pour avoir indirectement acheté de la viande bovine auprès de fermes brésiliennes, ce qui aurait contribué à la déforestation. Aucune activité ne serait donc à l'abri de tels risques, étant précisé que toutes ces procédures se fondent sur la loi de mars 2017 sur le devoir de vigilance. Et les États n'y échappent pas, comme nous l'avons dit dans notre édition du 26 janvier. Des nouveautés de ce côté ? Oui, depuis cette dernière date, c'est maintenant la Suède qui est poursuivie devant une juridiction nationale, à l'initiative en particulier de Greta Thunberg, pour faire sa part dans la lutte mondiale. On voit donc bien que tous les acteurs privés ou publics sont aujourd'hui concernés par le devoir de vigilance. Ce sera d'autant plus vrai lorsque le projet de directive européenne Vigilance aura été adopté. Et en France, de nombreuses armes juridiques sont à la disposition des associations de défense de l'environnement. Oui, car outre la loi sur le devoir de vigilance de 2017, c'est plus largement le Code civil qui, depuis 2016, dispose, je cite, que toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Ce même code ouvre largement l'action à toute personne ou collectivité qui se sent concernée. Notre dernier thème, Jean-Jacques, concerne les actions de groupe. L'Assemblée nationale vient d'adopter le 8 mars dernier à l'unanimité une proposition de loi d'origine parlementaire qui libéralise leur régime juridique. Rafraîchissons tout d'abord la mémoire de nos auditeurs. L'action de groupe à la française, créée en 2015, n'a pas répondu aux attentes. Seules 32 procédures ont été lancées, seules 4 ont connu une issue positive, dont 3 par transaction et une seule par jugement en 2022. Le projet, quant à lui, prévoit de généraliser le champ d'application de l'action de groupe. Le domaine en deviendrait quasi universel et l'action de groupe pourrait être utilisée pour tout type de préjudice. Quant aux associations pouvant engager de telles actions, il s'agissait en 2015 des seules associations agréées. À l'avenir, 50 personnes physiques ou 5 personnes morales suffiraient. Le coût de la procédure serait allégé par la possibilité donnée au juge de faire peser sur l'État tout ou partie de l'avance des frais. L'action de groupe à la française pourrait prendre de l'ampleur. Ce sujet n'en est qu'à ses prémices et nous vous ferons part, chers auditeurs, dans nos prochaines éditions des développements à venir. Passons maintenant à quelques brèves, Jean-Jacques, avec tout d'abord un changement en matière de perte de plus de la moitié du capital social. Oui, la loi dite DDADUE du 9 mars 2023 a modifié le régime de la perte de plus de la moitié du capital, mais pour les seules grandes sociétés ou moins grandes, selon un seuil qui reste à définir. Elle leur accorde 2 années supplémentaires par rapport aux 2 années actuelles, mais nous sommes en attente du décret. Seconde brève, une recommandation du Code AFEP-MEDEF révisée fin 2022 visant à renforcer et à diversifier les compétences des administrateurs. Oui, pour la première fois, ce code comporte un chapitre sur la RSE qui invite en particulier les entreprises cotées à diversifier le recrutement des administrateurs pour choisir un ou des administrateurs ayant des compétences avérées en matière de RSE et les invite également à désigner un administrateur référent ce domaine. Ce tour d'horizon de l'actualité est maintenant terminé. Quels sont vos conseils de lecture pour nos auditeurs ? 2 conseils de lecture. Tout d'abord, un guide proposé par la commission prospective de l'IFA et publié en février dernier. Il s'intitule « La boussole des conseils d'administration » et vise à aider chaque conseil à prendre le recul nécessaire sur les évolutions et révolutions en cours, y compris scientifiques ou technologiques, qui sont à l'œuvre dans nos sociétés. Ensuite, la 33e édition de la Lettre de la gouvernance, parue en février dernier, à retrouver sur kpmg.fr. Nous vous recommandons également de nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France et également de KPMG Avocat où sont publiées toutes nos actualités et bien sûr d'écouter sans modération les précédents numéros de Cap Gouvernance mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Voilà, cette émission de Cap Gouvernance s'achève. Nous espérons qu'elle vous a intéressé et nous vous attendons toujours nombreux le 1er juin pour notre prochaine émission. Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt.